Bonjour, aujourd'hui je vous fais la lecture d'un livre de René Rizell et Jaime Semprún ou Semprún, éditeur de George Orwell en France, post-situationniste, fondateur du journal Encyclopédie des nuisances et fils de Jorge Semprún ou Georges Semprún, le célèbre écrivain. L'ouvrage, aux éditions de l'Encyclopédie des nuisances, paru à Paris en 2008, s'appelle Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable. Chapitre 21. En réponse aux bonnes âmes qui s'étaient offusquées quand une décideur américaine avait très vite défini le tsunami de décembre 2004 comme une merveilleuse opportunité qui nous a été d'un très grand profit, il a été justement remarqué qu'elle ne faisait qu'exprimer là, de façon certes un peu cavalière, une réalité du capitalisme. Confère Naomi Klein, The Rise of Disaster Capitalism, The Nation, 2 mai 2005. Il y avait cependant quelque naïveté à faire remonter la mise en place de ce capitalisme du désastre, formule qui est en elle-même une manière de pléonasme, à la dévastation de l'Amérique centrale par le cyclone Mitch en octobre 98, et a principalement rangé sous cette rubrique les opérations extérieures de l'armée américaine et de la Banque mondiale, désormais planifiées pour préparer en même temps les interventions militaires à venir et la reconstruction de pays qui n'ont pas encore été détruits. D'ailleurs, on a pu voir peu après la Nouvelle-Orléans, ravagée par un cyclone, livrée aux mêmes firmes que l'Irak ou l'Afghanistan, pour être reconstruite en plus belle et plus propre, plus typique et moins nègre. Car c'est universellement que le déchaînement de calamités sans nombre, avec leurs combinaisons imprévues et leurs accélérations brutales, ouvre un prodigieux chantier au trust planétaire du capitalisme. À propos du réchauffement climatique, on parle parfois, pour apporter l'indispensable note d'optimisme, de la vigne qui sera bientôt cultivée en Grande-Bretagne, comme le blé en Sibérie, ou de la fonte des glaces de l'Arctique qui ouvrira de nouvelles voies maritimes et permettra de prospecter le pétrole que recèle sans doute l'océan polaire. Mais ces roboratives nouvelles ne disent que très imparfaitement quel passage du nord-ouest la débâcle de la nature ouvre à la raison économique, quand il va surtout falloir tout fabriquer de neuf, une vie artificielle entière, avec ses succédanés et ses palliatifs technologiques toujours plus coûteux, c'est-à-dire profitables à l'industrie. À partir des projets de terraformation, entre guillemets, destinés à créer des conditions de survie approximatives sur les planètes accessibles à la conquête spatiale, on a ainsi conçu des techniques dites de géo-ingénierie, puisque c'est la Terre elle-même qui devient maintenant une planète hostile et inhabitable, et que c'est donc là qu'il faut commencer d'expérimenter cet aménagement du territoire à l'échelle du système solaire. La NASA et les grands laboratoires américains trouvent ainsi l'occasion de promouvoir une déclinaison environnementale du programme de bouclier spatial antimissile dit Guerre des étoiles. Edward Teller, le tombeur d'Oppenheimer et maître d'œuvre de la bombe thermonucléaire, après avoir été l'instigateur de cette initiative de défense stratégique, fut l'un des premiers dès 1997 à défendre publiquement la nécessité de la géo-ingénierie. Edward Teller.
Ces projets grandioses, récusés par les climatologues les plus sensés pour les rétroactions imprévues qu'ils pourraient déclencher, évoquent les délires d'un savant fou de bande dessinée. Il en est d'autres, plus terre à terre, mais non moins exemplaires des merveilleuses opportunités, entre guillemets, qu'offre une terre devenue invivable. L'écologie industrielle propose déjà des plans de cités durables ou éco-villes, entre guillemets, neutres en carbone, avec recyclage des déchets, énergie solaire et toutes les commodités électroniques. C'est d'abord en Chine ou à Abu Dhabi que seront construites ces nouvelles villes coloniales dans un style architectural bien sûr respectueux des traditions locales, vitrine de l'impérialisme technologique parvenu à la haute qualité environnementale. Mais c'est partout que les bureaux d'études des sociétés d'ingénierie se sont mis au travail en prévision des nouvelles normes qu'édictera la gouvernance écologique. Dans son exultation, après un Grenelle de l'environnement prometteur de parts de marché, un homme d'affaires en arrive ainsi à adopter tout naturellement les accents martiaux d'un directeur de kolkhoz, rappelant les objectifs du plan quinquennal et alignant les slogans du grand bond en avant de l'économie durable. Mobilisation nationale, urgence écologique, sauvegarde de notre planète, futur de nos enfants, etc. Sans manquer de souligner que la volonté politique de réhabilitation et de construction de bâtiments, de quartiers ou même de villes écologiques représente pour les industriels de formidables opportunités de croissance. Gérard Mestralet, PDG de Suez. Pour compléter le tableau tout en respectant la parité, citons aussi une directrice de développement durable du groupe Veolia Environnement, non moins enthousiaste. La construction et la rénovation verte sont en marche. C'est un marché immense, foisonnant, passionnant et très prometteur, à tel point que le nouvel Eldorado est aujourd'hui celui des clean tech dans le bâtiment, c'est-à-dire des technologies propres en référence à l'impérieuse nécessité d'alléger l'empreinte carbone de toutes les constructions du monde conformément à la feuille de route fixée. Geneviève Ferronne. 2030, le krach écologique. 2008. Chapitre 22. On connaît le rôle qu'ont chaque fois joué les guerres, au cours de l'histoire moderne, pour accélérer la fusion de l'économie et de l'État. Et c'est justement une guerre qu'il faut livrer pour vaincre la nature détraquée par les opérations antérieures de la raison économique et la remplacer par un monde intégralement produit, mieux adapté à la vie dans l'aliénation. Un des propagandistes américains d'une reconversion écologico-bureaucratique du capitalisme, Lester Brown, a explicitement appelé à une mobilisation de temps de guerre, entre guillemets, et proposé pour modèle la reconversion de l'appareil productif pendant la Deuxième Guerre mondiale, soulignant cependant cette différence qu'étant donné qu'il s'agit cette fois de, entre guillemets, sauver cette planète sous contrainte et notre civilisation en péril, la restructuration économique ne devrait pas être temporaire mais permanente. Lester Brown rappelant que l'année 1942 a été le témoin de la plus grande expansion de la production industrielle de l'histoire du pays, il s'exalte au souvenir de cette mobilisation totale avec son rationnement et son organisation autoritaire.
je le cite, « Cette mobilisation des ressources, effectuée en l'espace de quelques mois, démontre qu'un pays, et en fait le monde entier, peut restructurer son économie rapidement s'il est convaincu de la nécessité de le faire. » Galvanisé par l'exemple qu'avait alors donné l'industrie de la tuerie en masse, il s'exprime dans le style des relations publiques, mises au point au même moment pour remplacer le vieux bourrage de crâne. Il dit « Nous disposons de la technologie, des instruments économiques et des ressources financières nécessaires pour détourner notre civilisation de ce début du XXIe siècle, de sa trajectoire de déclin, et la remettre sur une trajectoire qui permette la poursuite du progrès économique. » Peut-on lire donc dans le plan B pour un pacte écologique mondial en 2007. Cet assez parfait prototype de l'écolocrate, expert catastrophiste depuis bientôt 40 ans, n'est certes pas le seul à, entre guillemets, avoir un plan. D'autres parlent par exemple de plan Marshall du climat. Mais le sien a l'incontestable mérite d'être formulé à l'américaine, avec une brutalité bon enfant et une parfaite bonne conscience, sans les précautions oratoires et les circonvolutions dont s'embarrassent ici les étatistes de gauche et citoyennistes plus ou moins décroissants. Rédigé selon les procédures de l'expertise bureaucratique, avec des données chiffrées, des tableaux, des statistiques et des calculs de financement des objectifs, on a même droit au coût en perte de revenus potentiels de l'abaissement du QI lié à l'intoxication prénatale au mercure. Il ne se cache pas d'être un programme de concentration du pouvoir. Il dit « Ce dont le monde a besoin de nos jours, ce n'est pas de plus de pétrole, mais de plus de gouvernance. » Cette, entre guillemets, feuille de route pour un capitalisme du désastre écologiquement correct n'a pourtant offusqué personne, tant est déjà bien avancée l'éducation du public qu'elle préconise. Il dit encore, un besoin de gouvernance médiatique se fait jour en parallèle au besoin de gouvernance politique. Un besoin de gouvernance médiatique se fait jour en parallèle au besoin de gouvernance politique. On peut ainsi, comme Latouche, citer favorablement Lester Brown, tout en affichant sa vigilance devant une hypothétique menace d'écofascisme. Un accord à peu près universel s'est donc instauré en quelques années parmi les défenseurs de, entre guillemets, notre civilisation, sur la nécessité d'une gouvernance renforcée face à la crise écologique totale. Et il faut en conclure qu'est en train de se refermer la parenthèse néolibérale pendant laquelle le capitalisme avait restauré la rentabilité de ses investissements industriels en diminuant drastiquement non seulement ses coûts salariaux, mais aussi ses faux frais étatiques. On a parfois voulu dater précisément ce retournement de tendance et le faire remonter à l'année 2005, car c'est à partir de ce moment que se sont multipliés, avec l'officialisation de la crise climatique, les signes d'un aggiornamento idéologique dans la sphère du pouvoir. En particulier le rapport Stern d'octobre 2006. Je cite. Ce document fait sortir l'écologie du champ politique occupé depuis 30 ans par les ONG et les partis de gauche antilibéraux et l'installe définitivement au centre de l'évolution du capitalisme contemporain, dit Jean-Michel Valentin dans Écologie et gouvernance mondiale en 2007. Jean-Michel Valentin, Écologie et gouvernance mondiale. Mais en réalité, la collaboration ouverte entre associations écologistes, ONG,
entreprises et administrations remonte dans certains secteurs aux années 90. La tentative de réorganisation bureaucratique écologique qui s'opère maintenant n'a certes rien d'une procédure de rationalisation appliquée à froid. C'est en catastrophe justement qu'elle a lieu, car c'est à la chaleur de l'incendie du monde que les diverses bureaucraties préposées à la gestion spécialisée de chaque secteur de la société de masse atteignent leur point de fusion. Le processus déjà entamé ne peut qu'être précipité par la crise financière qui met fin à un cycle spéculatif, mais qui est elle-même surtout une manifestation du fait que le rapprochement des échéances écologiques depuis si longtemps annoncées dissuade le capitalisme de s'accorder à lui-même beaucoup de crédit, bien plus efficacement que les dénonciations déclamatoires de la finance folle. Le projet de mise en conformité écologique du capitalisme vient à point dans la réorganisation de la production, en particulier celle du vaste secteur du bâtiment et travaux publics, qui inclut le génie civil, industrie lourde d'une nouvelle révolution industrielle, dont le modèle chimérique serait Dubaï, qui produit son eau par dessalement, qui abaisse sa température, qui filtre les rayons du soleil, qui contrôle tous les paramètres de la vie pour réaliser l'oasis idéale, où le temps, le climat et le monde s'arrêtent sur un présent parfait, écrit Hervé Juvin dans Produire le monde pour une croissance écologique en 2008. Dans cette utopie post-historique, rêve d'une sortie de la nature, entendue comme la promesse suprême est à notre portée, que plus rien n'arrive nulle part jamais que nous ne l'ayons décidé, la survie, organisée et réglementée en bloc par l'administration du désastre, nous serait revendue au détail par la production marchande. C'était le chapitre 21 et le chapitre 22 de Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable de René Rizel et Jaime Samprun.